Dans le conflit israélo-palestinien, Gaza est au centre d'une réunion aujourd'hui. Il sera question de discuter de la suite de l'accord de cessez-le-feu. Des détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous parlerons aussi dans ce journal de l'arrivée du président algérien Abdelmadjid Tebboune au sommet de l'Union africaine pour contrer son voisin, le Maroc, avec lequel les relations diplomatiques sont rompues depuis 2021. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. 500 jours, tout juste depuis le 7 octobre, le cabinet israélien doit se réunir ce 17 février pour discuter de la suite de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Ce dernier a également annoncé envoyer des négociateurs au Caire après des entretiens à Jérusalem avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, soit une certaine avancée. Après une conversation entre le Premier ministre israélien et l'émissaire américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, une délégation israélienne s'est rendue ce lundi dans la capitale qatarienne. Il faut le souligner, son mandat est réduit à la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Il s'agit notamment de l'entrée dans la bande de Gaza de quelques 60 000 maisons mobiles et des matériels de terrassement. En échange, Israël espère obtenir la libération de 6 otages dans les tout prochains jours. Ce lundi soir, une réunion du cabinet de sécurité est organisée à Tel Aviv pour discuter de la seconde phase de l'accord de paix. À l'issue de ces débats, de nouvelles instructions pourraient être envoyées aux négociateurs israéliens pour progresser vers une nouvelle étape. Ce dimanche, Benjamin Netanyahou a déclaré à l'issue de sa rencontre avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qu'Israël et les États-Unis avaient une stratégie commune dont les détails ne pouvaient pas être divulgués publiquement. Ces rencontres et annonces ont eu lieu alors que 500 jours se sont passés depuis les attaques terroristes du groupe Hamas en Israël qui ont déclenché la guerre. Pour marquer la date, les familles des otages israéliens ont entamé un jeûne de 500 minutes, soit environ 8 heures, pour faire davantage de pression sur le gouvernement de l'État hébreu. Les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays voisins, l'Algérie et le Maroc, depuis 2021. Après le retour du Maroc à l'Union africaine en 2017, l'Algérie a perdu du terrain au sein de l'institution. Cette année, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est venu au sommet pour mener la contre-offensive. Samedi, l'élection de la vice-présidente de la commission algérienne, Selma Malika Sadadi, a été accueillie par les Algériens avec des applaudissements, effusions et même un chant de victoire à la sortie de l'hémicycle. C'est un poste stratégique pour le pays et une revanche au lendemain du match nul face aux candidats marocains. L'Algérie n'avait pas pu accéder au poste au Conseil de paix et de sécurité réservé à l'Afrique du Nord à une voix près. Résultat d'un lobbying marocain intense qui a porté ses fruits. Une nouvelle élection aura lieu dans un mois. La délégation marocaine, quant à elle, accuse le coup après la défaite de leur candidate à la vice-présidente qui était pourtant une concurrente sérieuse. Mais selon eux, l'élection du Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la commission est une nouvelle. Ils ont soutenu le candidat pendant sa campagne contre le candidat kényan. Le Maroc entretient de bonnes relations avec Djibouti, qui reconnaît l'autorité du Maroc sur le Sahara occidental. Côté algérien, le président a montré son engagement pour le continent en proposant de mettre en place une capacité civile continentale de réponse et de prévention des catastrophes adoptée par l'Assemblée. En Haïti, la commune de Kinskov continue d'être la cible des gangs armés. Une nouvelle attaque des gangs armés dimanche 16 février a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés au sein des forces de l'ordre haïtiennes. Cette ville, autrefois paisible et située dans les hauteurs, ne cesse de subir l'assaut des gangs qui veulent à tout prix avoir le contrôle de la commune. Bien que la police ait annoncé avoir repris le contrôle de la situation, l'inquiétude est encore palpable sur place. En Haïti, les gangs armés ont une nouvelle fois frappé à Kinskov et ont sémé le deuil dans le camp des forces de l'ordre. Un militaire des forces armées d'Haïti et 2 agents de la brigade de sécurité des aires protégées ont perdu la vie lors de l'attaque de bandits. L'information a été confirmée par le ministère de la Défense via un communiqué de presse au cours de la journée. Il était environ 3 heures du matin, dimanche 16 février, quand les gangs armés ont lancé cette nouvelle offensive sanglante contre la communauté.
L'attaque s'est faite notamment dans la zone stratégique où sont installées les antennes de toutes les stations de radio et de télécommunications, selon le maire de la ville, Jean Massillon. Après 2 heures d'échange de tirs, les forces de l'ordre ont finalement repoussé le gang, au dire de Lionel Lazare, porte-parole de la police nationale d'Haïti. Pour le moment, la police a repris le contrôle de la zone stratégique de l'Éco qui était occupée par les bandits armés. À présent, les interventions se poursuivent au niveau de Kenskov pour continuer à repousser les gangs armés, explique ce dernier. Cette annonce ne rassure pas les habitants de Kenskov qui restent inquiets. Pour eux, ces offensives répétées des gangs montrent que la menace est loin d'être éradiquée. Au Mali, l'annonce des nouvelles taxes, notamment sur les services téléphoniques, continue de faire réagir. Le 5 février 2025, un projet d'ordonnance instaurant de nouvelles taxes a été dévoilé en Conseil des ministres. Certaines concernent les entreprises, d'autres vont directement pénaliser les citoyens. L'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, a été consultée par les autorités de transition. Elle ne nie pas la nécessité pour l'État de trouver des fonds, mais demande des contreparties. 10% de taxes sur les recharges téléphoniques, concrètement sur une carte de 1000 francs CFA, cela fait 100 francs de crédit en moins. 1% sur les transferts d'argent par mobile monnaie. L'effort n'est pas anodin sur des services utilisés au quotidien par tous les Maliens. Abdoul Wahab Diakité, président de l'Association des consommateurs du Mali, ne trouve pas anormal que la population soit mise à contribution à condition que les autorités le soient aussi. Nous allons en contrepartie demander aux autorités de réduire leur train de vie, explique Abdoul Wahab Diakité. Nous pensons à la réduction du budget de toutes les institutions, à un prélèvement sur les salaires des ministères, des fonctionnaires, des membres du Conseil national de transition. Tout le monde sans exception. Depuis plus d'1 an, les coupures d'électricité que subissent les Maliens ont atteint un niveau sans précédent. Le gouvernement de transition assure que ces nouvelles taxes serviront à des projets d'infrastructure, notamment dans l'énergie. Le président de l'Association des consommateurs du Mali demande de la transparence dans la gestion des fonds. Cela veut dire faire état de la mobilisation et de l'utilisation de ces fonds trimestriels, détaille Abdoul Wahab Diakité, pour que tout le monde puisse savoir les résultats, l'impact de ces contributions. Lors d'un point de presse, le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, l'a assuré, il n'y a aucune volonté d'abuser de la résilience des Maliens. Au Niger, un premier signe de vie de l'otage Alassane Souleymane, 1 mois après son enlèvement. Ce haut fonctionnaire nigérien a été enlevé le 11 janvier dans le parc national du W au sud du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, par le GENIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Alassane Souleymane lance un appel au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Il apparaît, le regard hésitant, lisant un message qu'il tient entre ses mains, tout en levant le regard vers la caméra. Alassane Souleymane se racle la gorge, dit qu'il se porte très bien, puis demande aux autorités nigériennes d'intervenir pour sa libération, afin, dit-il, de rejoindre rapidement sa famille. Ancien directeur général de l'Office des produits vivriers du Niger, il a été kidnappé le 11 janvier. Il se trouvait dans son jardin dans la périphérie du parc national du W, à la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. L'enlèvement est revendiqué par l'UNDIM, une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda et opérant dans la région des 3 frontières. Aucune exigence précise ni demande de rançon n'a été formulée. La vidéo de 40 secondes enregistrée le 12 février n'est visible sur les réseaux sociaux que depuis ce samedi 15 février. Le même jour à Niamey, s'ouvraient les assises nationales qui se tiennent pendant 5 jours. Les autorités militaires au pouvoir n'ont pas réagi à cette prise d'otage ni à celle, le même jour, de la travailleuse humanitaire Eva Grit Moncher, dans le nord du Niger, à Agadez. L'UNDIM avait démenti, dans un communiqué, toute implication dans le rapt de la ressortissante autrichienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.